Étonnante proposition soviétique, l'URSS propose à l'ONU de retirer toutes ses troupes hors de ses frontières. Hommage du monde entier à Andreï Sakharov, le physicien est mort à 68 ans d'une crise cardiaque, un symbole de l'opposition. Bob Denard, suite et fin, le mercenaire a quitté les Comores avec ses compagnons, il a cédé à l'armée française. Chili, la victoire d'Elwin au premier tour, mais les difficultés commencent, former une majorité et contrer Pinochet, toujours chef de l'armée. Bonsoir. C'était à l'ONU cet après-midi. Le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères a annoncé que l'URSS s'apprêtait à retirer ses troupes, toutes ses troupes, hors de ses frontières, dans les démocraties populaires et ailleurs. Ce sont donc 670 000 hommes qui pourraient rentrer au pays. En fait, il semble bien que Gorbatchev préfère prendre les devants, d'une part pour faire des économies sur le plan intérieur, et ensuite parce qu'il craint des incidents dans les pays de l'Est qui se sont démocratisés récemment. Regardez par exemple ce reportage à Potsdam. C'est une ville de garnison soviétique en Allemagne de l'Est. La population n'apprécie pas. Jérôme Bonny, Roger Motte. Potsdam, les soldats sont soviétiques. Potsdam est leur plus grande ville de garnison en Allemagne de l'Est, 50 000 hommes environ. Depuis 45 ans, ils occupent avec leurs familles des quartiers entiers de la ville. Les livres d'histoire de RDA sont pleins de l'amitié entre les peuples allemands et soviétiques. Les chars libérateurs de 45 sont érigés en monuments et les enfants de la ville connaissent bien leurs leçons. S'ils n'étaient pas là, on vivrait autrement. Comment? On vivrait sous l'occupation fasciste. Si état d'alerte il y a dans les garnisons soviétiques, il ne nous a pas sauté aux yeux. À Potsdam, malgré les événements, la cohabitation semble se poursuivre tant bien que mal. Ils sont un peu encombrants, vous savez. Ils sont très rationnés, les pauvres. Résultat, dans nos jardins, par exemple, ils récoltent les pommes avant nous. Pour l'instant, les forces soviétiques à Potsdam s'en tiennent à de strictes consignes de non-ingérence. Même quand les manifestants se sont emparés de l'immeuble de la police secrète est-allemande, le commandement soviétique, juste à côté, n'a pas bronché. Dans la population, les avis sont partagés sur le principe même de cette présence soviétique. À mon avis personnel, ce ne sont pas eux qui nous dérangent le plus. Ils nous laissent tranquilles. Ils vivent modestement. Parfois, on a presque pitié de leur mode de vie. Il est temps qu'ils rentrent. Normalement, ils doivent rester encore quelques années, mais dans les circonstances actuelles, on n'a plus besoin d'eux. Non, pour le moment, on a tellement de choses à réaliser dans notre pays que la présence soviétique est le cadet de nos soucis. Mais le grand frère laissera-t-il les Allemands de l'Est régler leurs problèmes eux-mêmes? Toute la question est là. Alors justement, revenons sur cette proposition soviétique de ramener tous ces soldats à l'intérieur de ses propres frontières. Avec nous, Alexandre Adler, spécialiste des questions soviétiques à Libération notamment. Alors à quoi correspond, à votre avis, cette nouvelle proposition soviétique? Je crois à la fois à une prise en compte de la réalité nouvelle qui vient de faire irruption. Partout maintenant, il y a des gouvernements qui vont être librement élus. Tous souhaitent voir les soldats soviétiques partir. Alors c'est un peu reprendre une balle de volée. Étant donné qu'il va falloir partir, eh bien l'Union soviétique prend les devants et dit oui, nous partons, mais tout ça doit se négocier. Alors ça évite de pourrir les rapports. En particulier les Tchèques, qui n'avaient pas de troupes soviétiques avant 68, vont maintenant demander, le nouveau ministre des Affaires étrangères, Jiří Dinsbir l'a fait, que les soviétiques s'en aillent assez vite. Ils peuvent dire oui, mais nous devons négocier ça de façon multilatérale. Ils enlèvent, disons, un élément grave de tension en Europe centrale en déclarant cela, et ils se donnent un peu le temps d'agir. Alors, en fait, ils prennent les devants. Alors ça, c'est pour les démocraties populaires, voilà. Mais l'armée rouge est présente dans bien d'autres pays, c'est-à-dire par exemple Cuba, le Vietnam. Alors là, c'est peut-être là où ce sera le plus sérieux et le plus spectaculaire, parce que finalement, en Europe centrale, on voit bien que le principe est acquis, mais qu'il y aura un certain délai à négocier avec les États-Unis en particulier, tandis que dans le cas des accords qui sont tous bilatéraux, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Et quand on voit l'irritation que Fidel Castro manifeste à l'égard des Soviétiques, peut-être a-t-il su, voici déjà quelques jours, que la brigade soviétique, les forces navales qui étaient là, qui est une sorte de garantie, n'est-ce pas, pour la sécurité de Cuba, elle était retirée. En ce qui concerne le Vietnam, la grande base de Cam Ranh aussi est un très sérieux problème. On voit que les Soviétiques vont visiter les Chinois.
ça pourrait être l'amorce d'une grande détente dans toute cette région. C'est peut-être le plus spectaculaire à venir. Et finalement, à votre avis, c'est une proposition réellement importante? Oui, et alors on vit une telle époque avec de tels événements que finalement on a l'impression que tout ça fait partie maintenant d'une sorte de routine, parce qu'après la chute du mur, qu'est-ce qui peut nous étonner? Mais en temps normal, ça ferait quand même la une des journaux. Ce n'est tout de même pas courant de voir un pays annoncer un tel retrait, même si on sait bien que tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. Merci Alexandre Adler. Les obsèques d'Andreï Sakharov auront lieu lundi. Sakharov était la conscience de l'Union soviétique, comme le désignaient ses amis. Il est mort d'une crise cardiaque hier soir à Moscou. Il aura lutté jusqu'au bout pour ses idéaux de démocratie et d'humanisme. Le savant, prix Nobel de la paix, qui était aussi le père de la bombe atomique soviétique, avait été élu au Congrès des députés après de longues années d'exil. Corinne Pertuis à Moscou, émotion. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer. Ce sont les dernières paroles d'Andreï Sakharov. Hier, après une journée épuisante, des discussions agitées au Parlement, l'académicien député du peuple s'est allongé pour ne plus se réveiller. Il est mort probablement d'une crise cardiaque. Ce matin, dès l'annonce officielle de sa mort, une foule de moscovites s'est rendue à son domicile pour lui rendre un dernier hommage. C'est le meilleur homme du pays qui est mort. Il était la conscience de notre pays. Mais pas seulement de notre pays, de notre peuple aussi. Il se préoccupait de tout le monde, du plus petit au plus grand, du plus lointain au plus proche. C'est le malheur de notre pays de n'avoir pas su comprendre un homme comme Sakharov. Intelligent, bon. Il n'a été compris ni par le gouvernement, ni par le peuple. C'est un grand malheur. Maintenant, j'espère qu'un, mais pas seulement un, des millions de Sakharov vont surgir. S'il y a des hommes comme ça, la vie va changer. Sinon, on n'arrivera à rien. Des réactions, Mikhail Gorbatchev a dit par exemple qu'il ressentait profondément cette grande perte, ce sont ses mots. D'autres réactions, pour le président Mitterrand, Andreï Sakharov était un pionnier des droits de l'homme. Pour George Bush, le président américain, Sakharov personnifiait tout ce qui est bon et honnête de l'homme. Je vous propose maintenant de revenir sur la vie et les combats d'Andreï Sakharov. Il avait d'abord connu tous les honneurs, mais le régime communiste l'avait peu à peu rejeté jusqu'à l'exiler pendant 6 ans à Gorky. La perestroïka de Mikhail Gorbatchev lui a permis de revenir défendre au grand jour ses idéaux d'humanisme. Jacques Merlino, portrait. Il aurait pu vivre comme un privilégié et avoir accès à toutes les facilités accordées à la nomenclatura, mais il n'en voulait pas. Andreï Sakharov, que l'on voit ici, reçu à dîner il y a 1 an à l'Élysée, fut en effet pendant longtemps très à l'honneur à Moscou. Pour avoir fortement contribué à la mise au point de la bombage soviétique, il fut 3 fois désigné héros de l'URSS. Couvert d'éloges et de décorations, cet homme frêle, aux épaules voûtées, à la voix chevrotante, ne renonça jamais à sa liberté de penser, et c'est par ces mots qu'il se définissait. Vous vous sentez toujours par l'esprit dissident? J'ai toujours défendu des positions constructives. Je suis un dissident en ce sens que je dis ce que je pense. Sans craindre les conséquences possibles qui pourraient en résulter. De même que mes amis qui ont souffert beaucoup plus que moi. Cette liberté d'esprit, pourtant, lui avait coûté cher. Le 22 janvier 1980, il est arrêté sur ordre de Brejnev. Ses prix et ses décorations lui sont retirés et sans autre forme de procès, il est exilé à Gorky, à 400 km de Moscou. Il n'a plus le droit de communiquer et la ville est interdite à tous les étrangers. De lui, on n'obtient alors que quelques images volées. Exil, humiliation, vexation de tous ordres, il paye le prix d'un combat commencé dans les années 60 lorsqu'avec sa femme, Elena Bonner, il créa le comité de défense des droits de l'homme. Son exil durera 7 années.
Réhabilité par Mikhaïl Gorbatchev, il voit en juin dernier son combat couronné par son élection au Soviet suprême. Chaud partisan de la perestroïka et de la glasnost, il ne ménage pas pour autant ses critiques envers Gorbatchev. Il y a quelques jours, à la tribune du Congrès, il s'accrochait vivement avec lui sur la question du monopole du Parti communiste. Andrei Sakharov devait reprendre la parole aujourd'hui. Il est mort hier soir en préparant son intervention. Jusqu'à la dernière minute, cet homme se sera battu pour plus de liberté et de démocratie. Verdict sévère à la Cour d'assises spéciale de Paris pour le terroriste Habib Mahamar. Le Tunisien, qui était accusé notamment de l'attentat de Marks et Spencer en 1985 à Paris, a été condamné à perpétuité avec une peine de 18 ans de sûreté. Les jurés ne lui ont pas accordé de circonstances atténuantes. Dominique Verdeillan. Il a fallu moins d'1 heure et demie pour juger un terroriste et une balance. Une femme courageuse, exemplaire, qui a refusé de porter la mort. C'est le portrait qu'a brossé de Souad Aïssaoui, maître Lagrange, son avocat. Mais que vouliez-vous qu'elle fît face à Habib Mahamar? Elle était dans les mains d'un poseur de bombes. Combien y a-t-il eu de personnes qui ont dénoncé des terroristes? Une seule. Et vous n'avez même plus de jurés populaires pour les juger devant une cour d'assises. Et maître Lagrange de conclure que si Souad Aïssaoui était condamné, la cour allait dissuader d'autres personnes à faire de semblables révélations. Un sentiment partagé par l'avocat général. Un avocat général plus sévère vis-à-vis d'Habib Mahamar, en qui il ne voit qu'un robot conditionné. Maître Arapian, son avocat, n'a pu que revenir sur la défense présentée hier par son client. Il a fait de son mieux pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Mais ce ne fut sans doute pas suffisant pour accorder à Habib Mahamar les circonstances atténuantes. Ce soir, comme après 3 jours de procès, tout sépare les ex-amants. Habib Mahamar a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Souad Aïssaoui, elle, a été acquittée. Bob Denard a capitulé aux Comores devant la pression de l'armée française. Le mercenaire et 21 de ses compagnons ont quitté les îles pour Johannesburg, en Afrique du Sud. L'accueil qui leur a été réservé était, paraît-il, glacial. L'armée française peut maintenant cesser ses manœuvres au large des Comores. Laurent Boussier. Votre mari a quitté les Comores. Comment ça va se passer pour lui maintenant? Comment ça va se passer pour vous en France? Est-ce que vous avez un point de chute? Flash, bousculade et rafale de questions pour l'épouse comorienne de Bob Denard et les 4 officiers mercenaires qui ont débarqué ce matin à Roissy après avoir quitté hier soir Moroni. Bob Denard demandait 6 mois de salaire. Vous avez réussi à les négocier avec la France? Je crois pas, non. Visiblement, les consignes étaient strictes. Déclaration à la presse réduite au minimum et mise à l'abri immédiat par des hommes à poigne qui n'ont pas laissé passer les journalistes. Quelques heures avant, sur l'aéroport de la capitale comorienne, une courte cérémonie qui avait bel et bien été une passation officieuse de pouvoir avait eu lieu. 50 parachutistes français, arrivés à bord de 5 hélicoptères Puma, avaient pris la relève des mercenaires à la tête de la garde présidentielle. Une cérémonie suivie du départ de Bob Denard et de 25 de ses hommes à bord d'un avion Hercule pour l'Afrique du Sud. Ce soir, l'aventure comorienne de Bob Denard est terminée. Il est arrivé il y a 1 heure à Pretoria et ce sont des parachutistes français qui, à la demande des autorités comoriennes, assurent le maintien de l'ordre à Moroni. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la loi de programmation militaire, le budget de l'armée. Le gouvernement a ainsi recours à l'article 49.3 qui permet l'adoption de la loi sans vote, sauf bien sûr en cas de motion de censure. Grincement au Parti communiste. Depuis 3 jours, le comité central est réuni, place du colonel Fabien. La discussion la plus attendue était celle d'aujourd'hui, puisque les communistes parlaient des pays de l'Est. Alors nous ne savions pas tout sur ces pays, a dit Maxime Grémetz par exemple, pour excuser l'attitude du Parti communiste français ces dernières années. Bref, au PC, plus ça bouge à l'Est, moins ça change chez les communistes français. Véronique Saint-Olive. Georges Marchais, absent. Charles Fitterman, absent. Henri Krasuki, absent. Pourtant, le comité central du Parti communiste s'est déroulé comme d'habitude. Il est des murs qui ne tombent pas. Comme d'habitude, les amis des rénovateurs, reconstructeurs et autres refondateurs ont essayé de se faire entendre, mais on ne les a pas écoutés. Comme d'habitude, la direction a réaffirmé ses principes intangibles dans tous les domaines. L'autocritique n'est pas à l'ordre du jour au Parti communiste français. Les communistes élisent, définissent, sont co-auteurs de la politique de leur parti. Personne n'est propriétaire du Parti communiste. Ce sont les plus de 600 000 communistes qui sont propriétaires. C'est pourquoi il est très difficile pour ceux qui veulent essayer de
comment je dirais, bousculer les communistes, non, ça ne prend pas. Pas un mot sur les militants qui fondent comme neige au soleil. Pas un mot non plus sur une direction incapable de retenir ses électeurs. Mais haro au capitalisme et éloge du socialisme sous toutes ses formes. Cet après-midi, on a applaudi la démocratisation des pays de l'Est pour mieux dénoncer les vues mercantiles du gouvernement français sur ces nouveaux marchés. Au terme de ces 3 jours, force est de constater qu'il n'y a rien de nouveau en terre communiste française. Le vent de liberté qui souffle à l'Est n'a pas encore atteint à la place du colonel Fabien. Ici, le vent est seulement chargé de pluie. Au Chili, résultat officiel, le candidat de l'opposition, Patricio Aylwin, a obtenu 55,2% des voix au premier tour de scrutin. Vote massif. Monsieur Aylwin succédera en mars prochain au général Pinochet, qui reste chef de l'armée. Quelques incidents après les élections. Bernard Benjamin, Pascal Stelletta, lendemain de vote. Peut-être était-ce ce soleil voilé qui éclairait la ville ce matin. Ou alors le travail qui a repris, comme auparavant. Ou encore la fatigue accumulée au cours de la campagne électorale. Peut-être était-ce tout cela à la fois, mais Santiago aujourd'hui semblait désenchanté. C'était particulièrement le cas à l'évêché, où se retrouvent toutes les organisations des droits de l'homme. On était un peu déçus des résultats à la Chambre de députés et au Sénat. La droite conserve la majorité absolue. Ces résultats nous forcent à continuer notre lutte pour que le Chili ne connaisse plus jamais la dictature et ce qui s'est passé durant ces 16 ans. Une profession de foi mise en application quelques minutes plus tard devant la prison de Santiago. Ils sont une cinquantaine à réclamer la liberté pour tous les prisonniers politiques. Et si les Chiliens se posaient encore des questions sur le maintien de l'appareil répressif, ils n'allaient pas tarder à être fixés. Un peu plus loin, dans les faubourgs de la capitale, on a repris la grève, oublié le temps d'une journée de vote. C'est le deuxième problème que devra affronter le nouveau gouvernement de Patricio Aylwin et répondre à l'immense espoir des plus défavorisés. D'une façon ou d'une autre, pour calmer les travailleurs, il faudra bien que le gouvernement annonce des mesures concrètes dans les 45 premiers jours suivant son investiture. Et puis, par-dessus tout ça, il y a le cas Pinochet. Selon la Constitution, il reste commandant en chef des forces armées, garant de tout l'appareil militaire qu'il a lui-même mis en place durant 16 ans. Autant dire que les mois qui viennent seront difficiles pour le Chili. Si la dictature est bien terminée, ce n'est pas encore tout à fait la démocratie. Voyons maintenant d'autres informations, essentiellement françaises ce soir. C'est Louis Carzou qui les commente. 6e journée annuelle du Comité national d'éthique, les sages favorables aux dons d'embryons dans un cadre législatif. Ces dons seraient au moins assortis de 2 conditions intangibles, la non-commercialisation des embryons et l'anonymat des couples donneurs. Lancement aujourd'hui par le RPR de la pétition nationale pour demander l'organisation d'un référendum sur le droit de vote des étrangers. Alain Juppé a annoncé la diffusion d'un document de 4 pages à plusieurs millions d'exemplaires. La question à poser selon le RPR serait « Pour voter, il faut être français, oui ou non ?» Réunion à Paris des 12 ministres européens de la justice ou de l'intérieur, les problèmes d'immigration clandestine au centre des débats. Les États membres de la communauté européenne ont notamment envisagé la mise en place d'un visa commun valable pour les 12 pays. Les ministres se sont également efforcés d'harmoniser les droits et critères des demandes d'asile. La bourse de Paris a marqué une pause aujourd'hui après les fortes pertes de la semaine dues au remous monétaire. La séance s'est achevée sur une légère baisse de 0,27%. Même pause pour la devise américaine, inchangée par rapport à hier à 5,93 francs. Le football, les clubs français plutôt gâtés en Coupe d'Europe. Le tirage au sort des quarts de finale avait lieu à Zurich. En C1, Marseille sera opposé aux Bulgares de Sofia. En C2, Monaco trouvera sur sa route le Real de Valladolid, les Espagnols. Les deux clubs adversaires des Français sont largement à la portée de ceux-ci. En C3, un peu plus difficile pour Auxerre, ce sera les Italiens de la Fiorentina qui déjà avaient battu Sochaux au tour précédent.
En tennis, des premiers points pour la Suède en finale de la Coupe Davis. Mats Wilander a battu l'Allemand Steb, mais ce fut dur. Jean Mamère. Karl Uwe Stub a bien failli une nouvelle fois être le héros de la Coupe Davis. En un peu plus de 4 heures, il a poussé Mats Wilander au plus profond de ses retranchements. Un match indécis de bout en bout. Wilander, pas au mieux de sa forme, ne parvient pas à faire la différence. Steb, accrocheur, se bat sur tous les points. Chacun a commis son lot d'erreurs. Wilander ne cadre pas ce court laissé entièrement vide. Quelques minutes plus tard, Steb ne passe pas cette volée qui pourtant le remet dans le match. Les occasions perdues ne se comptent plus. Steb parvient bien à sauver une première balle de match sur un extraordinaire passing croisé de revers. En Coupe Davis, le moral joue pour beaucoup, mais il ne fait pas tout. Steb ne peut rien sur la deuxième balle de match et il s'incline en 5-7 après avoir fait trembler Mats Wilander. Cet après-midi, la Suède a marqué son premier point face à l'Allemagne et c'est la seule chose qui compte. Kassav au Zénith à Paris, c'est très chaud depuis hier soir et c'est jusqu'à Noël. C'est le déferlement des musiciens antillais. Après le succès de la compagnie créole qui a fait un tabac ces jours derniers à l'Olympia, Kassav donc. Kassav, c'est un succès international en Afrique, en Europe et à Paris bien sûr. Gérard Dalmaz a rencontré ce groupe Black. Fièvre au Zénith avec le zouk, cette fameuse musique antillaise, et l'un de ses pionniers, Jacob Desvarieux. Zouk en fait c'est une surprise partie, c'est un genre de petite fête qu'on fait le week-end chez nous, chez les gens. Et à une époque, il y a des gens qui faisaient des zouks avec uniquement la musique de Kassav. Alors du coup on appelait la musique de Kassav le zouk. Vous ne savez pas encore danser le zouk? Eh bien, cours élémentaire première année, ça se danse comme ça et ça pulse comme ça. Antillais, Européens, Africains sont de plus en plus nombreux à se retrouver dans le zouk parce que la culture des Caraïbes, c'est un carrefour des influences, un métissage des racines, une synthèse. Donc on a reçu plein de choses quand on était petit, des choses qui n'étaient peut-être pas nées obligatoirement chez nous, mais des choses qu'on a reçues tout petit, donc on a vraiment vécu comme si c'était à nous. Le zouk, c'est une musique de l'avenir, selon Miles Davis. Zoukla, c'est celle médicament nouni. Entendez, c'est le remède contre les morosités de la vie. Bref, l'été en hiver. Tiercé Quarté Plus à Vincennes demain, voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 11, le 17, le 14, le 18, le 9, le 3, le 16 et le 8. Voilà, Laurent Cabrol dans quelques minutes pour une météo qui va décoiffer ce week-end. Attention au vent. Dernière édition du journal Henri Sagnier vers 23 h, juste après Apostrophe, présenté par Bernard Pivot, comme chaque vendredi. Et puis pour le week-end, eh bien Daniel Bilalian à 13 h et à 20 h. À lundi, bonne soirée sur Antenne 2.